Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Première rencontre en forum des lecteurs cet après-midi avec une littérature pratiquement la plus lue en France, la littérature policière. Alors, évidemment, ce sont deux spécialistes. On attend la troisième, Karine Gibel. Mais dans la littérature policière, il y a tellement de styles, de genres. On dit littérature policière comme dans les librairies, mais si je demande à Sonia Delzongle, je lui dis c'est un polar, elle va me dire non, c'est un thriller. Si je demande à Benoît Sévrac, alors c'est un thriller, il va me dire non, c'est un polar. Alors, avant tout, tous les deux, comment vous vous êtes lancés dans ce style littéraire? Sonia. Oui, on peut parler de lancement, d'ailleurs. J'ai commencé, dès que j'ai su lire, donc à 5 ans, par lire des contes. Donc, je pense que c'est en quelque sorte des thrillers, les contes. Qui démarrent toujours par « Il était une fois ». Qui démarrent par « Il était une fois » et qui sont absolument traumatisants. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand même vos premières lectures et les contes, et quand vous vous enfoncez dans les forêts, ou vous rencontrez des monstres, des ogres, mais c'est horrible. Donc, je pense que ça, c'est resté tapis au fond de moi, ainsi qu'une certaine noirceur aussi, une vision du monde qui m'habite comme ça. Et donc, ça a mis quand même du temps à germer. J'ai beaucoup lu, en littérature générale aussi, blanche, la littérature blanche, ce qu'on appelle. Et en tant que cinéphile, j'ai vu aussi pas mal de thrillers. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais c'est ça, je veux arriver à ça, en fait, à cette espèce de tension narrative qui, à mon sens, n'existe pas dans la littérature dite blanche. Vraiment, dans le thriller, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé un genre assez complet. Je ne suis pas dans le polar, en effet. Sonia Delzongle, vous êtes publiée dans une maison d'édition de Noël, oui, qui a une collection qui s'appelle Sueur froide. Sueur froide. Alors, quel est l'esprit de cette collection ? Alors, l'esprit de, sueur froide, comme son nom l'indique, c'est un petit peu banal et bateau de dire que c'est pour flanquer des sueurs froides, justement. Ça veut dire qu'on transpire. Ça veut dire qu'on transpire, ça veut dire qu'on a peur. En fait, c'est ça le ressort du thriller, et c'est pour ça que je suis dedans, parce qu'on aime se faire peur, aussi, depuis qu'on est gamin, et un peu tout au long de la vie, en éprouvant des sensations plus ou moins fortes. Et je remarque aussi dans le lectorat, qui est quand même majoritairement féminin, le lectorat du thriller, que les femmes, aiment ces sensations fortes. Alors peut-être justement uniquement dans la lecture ou les films. Quel était votre modèle dans la littérature du polar ? Alors il remonte, on va dire, à un peu loin. Mon modèle, c'était Edgar Poe. Dans les littératures, justement, du fantastique, mais également de ce suspense. Je pensais que vous alliez me dire Agatha Christie, mais non, pas du tout. Bon. Non, Agatha Christie, bien sûr, est énorme. D'ailleurs, il y a eu un magnifique documentaire sur elle il n'y a pas longtemps, à la télévision, mais non, c'est même pas elle, parce qu'elle est vraiment trop dans le polar, justement, dans l'enquête. Moi, c'est plus l'imaginaire. C'est donc Edgar Poe qui m'a ouvert un petit peu cette voie. Il y a aussi des auteurs comme Henry James, que j'adore pour leur perversion, pour leur machiavélisme. Witold Gombrowicz, ça c'est pas du thriller, mais c'est quand même Et donc Edgar Poe, moi, c'est le double crime de la rue Morgue qui m'a absolument foudroyé, quoi. Très bien, donc on va rentrer dans votre livre. On accueille Karine Gibel. Voilà, mais c'est pas grave, il faut traverser la foule, ça prend du temps, comme les gens patientent à l'entrée du salon. Donc, moi, je vais poser la même question à Benoît Sévrac. Alors, vous avez une particularité, Benoît, c'est que vous avez écrit pour les adultes et vous avez écrit pour la jeunesse aussi. Oui, effectivement, mais je ne sais pas si c'est ça qui me qualifie le mieux. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas en train de vous qualifier. Non, je suis simplement en train de regarder ce que vous avez écrit. Et vous avez écrit des séries pour la jeunesse, chez Syros, avec des nombreux prix dans les salons, dans les collèges et tout. Et là, vous publiez votre 6e roman, 115, après le premier en 2007. Alors, pourquoi vous avez ce besoin d'écriture dans ce domaine-là ?
pour moi, écrire pour la jeunesse, pour les ados, ou écrire pour les adultes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire Oui. que je ne me pose pas la question un matin de savoir si je vais écrire un roman pour des ados ou pour des adultes. J'ai quelque chose à raconter. Voilà, ça me vient, ça me travaille pendant un bon moment, je réfléchis, je me documente, et il se trouve que ce que j'ai à raconter s'adresse soit à des ados, soit à des adultes. Mais je ne vais pas plus loin dans ma réflexion. Après l'acte d'écrire, la technique d'écriture, les difficultés de l'écriture, les problèmes de narration, les problèmes d'ellipse, de figure de style sont les mêmes. Donc vraiment, j'insiste, c'est pas ça qui me caractérise. D'accord. Ce qui me caractérise, par contre, pour rebondir avec ce que Sonia était en train de dire tout à l'heure, c'est effectivement, je ne me définis pas comme un auteur de polar. Alors ça, je sais qu'il y a une espèce de... Aussi, on est tous un peu snob parce qu'on n'a pas envie d'être polar, mais je reconnais que j'appartiens à la famille du polar, mais je dirais que je suis plus facile... Enfin, je pense que c'est plus fidèle de parler de roman noir, pour le coup, Oui. que de polar. Alors, là, expliquez-nous la différence. Ouais. Alors ça risque de prendre un peu de temps, mais Non, mais soyez bref, parce que on a 30 minutes ouais, pour 3 auteurs. Le point que je suis votre élève le point commun, et vous êtes mon professeur. le point commun entre ce que Sonia disait, sa sensibilité et la mienne, ça va être la noirceur de l'âme humaine. Ça, je crois qu'on partage ça. Après, le choix du thriller ou du roman noir, enfin, c'est pas un choix, hein, ça s'impose à nous. Encore une fois, il faut bien aussi être conscient que ça remonte à loin, ça remonte à nos lectures, à notre façon de voir le monde. Moi, ce qui s'impose, c'est le roman noir, c'est-à-dire quelque chose d'assez fidèle à la réalité. On est dans du réalisme, voire même du naturalisme par moment. Dans un roman comme 115, on est dans quelque 115, chose on est dans la société d'aujourd'hui. Exactement, mais du coup, le ressort va pas être celui du frisson, va pas être celui qui, pour moi, est super dans le thriller, à savoir celui de l'épouvantail. C'est-à-dire que quand je referme mon bouquin, je me suis dit, ouf, ma vie est bien plus tranquille que ça. Je suis rassuré. Je me suis fait peur, comme dans les contes, mais l'idée, c'est quand même de rassurer aussi sur sa vie et sur les choix. Presque ça assied la société dans des choix qui sont rassurants, voire moraux. Là, il y a des choses amorales qui me font tellement peur que je suis rassuré quand je ferme mon bouquin. Le roman noir, c'est presque l'opposé de ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pervertir votre regard de lecteur sur ce dont je vais parler, le phénomène de société que je vais exploiter pendant 300 pages. Quand vous refermez votre bouquin, vous n'êtes pas rassuré là-dessus. Au contraire, j'attire votre regard sur le fait que, attention, à votre porte, il y a ça. Oui. Et vous devez absolument, je ne veux pas changer vous, ni changer la société, encore moins, mais je veux changer votre regard sur ce dont je vais parler. Alors je vais vous dire, Benoît Sévrac, moi c'est exactement ce qui m'a plu dans votre livre, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de littérature noire, sœur froide, policière. J'ai trouvé votre roman exceptionnel, parce que justement, vous nous faites pénétrer un monde, Toulouse, un monde d'action sociale, un monde tout à fait étonnant, les animaux, les SDF, le 115, le fameux numéro 115. Et quand on a fermé votre livre, on a non seulement appris des choses sur la société, mais vous nous avez appris à regarder la société. Donc moi je dis, coup de chapeau, c'est formidable. Merci. Karine Gébel, donc bienvenue à cette table. Merci. Alors vous il y a un fil rouge dans vos livres, et c'est curieux parce que c'est la réimpression Terminus Elysius de votre premier roman. Tout à fait. Ça se passe dans un train, et la nouvelle qui est à la fin du livre, Aurore, qui est un petit bijou de 14, 15 pages. Un petit peu plus que ça, mais... Bon, c'est 25. assez. Oui, allez. 25. C'est comme un bonus, vous savez. Elle est formidable, cette nouvelle, et elle se passe aussi beaucoup dans un train. Donc c'est un univers qui vous a frappé votre œuvre. Vous êtes constamment pris dans... C'est une image peut-être, mais cette histoire de Terminus Elysius, c'est un train, c'est une femme qui fait un parcours Marseille-Istres. Je ne sais pas si vous connaissez, Sonia, mais Marseille-Istres, ça doit prendre 40 minutes de train, à peu près. Elle fait le voyage le matin, elle fait le voyage le soir, à la même place. Et qu'est-ce qu'elle trouve à cette place-là? Une lettre. Une lettre. Donc ce premier roman, enfin réimprimé, il est d'une efficacité, d'une tension, il est haletant d'une manière redoutable. Merci. Comment c'est arrivé cette histoire-là? En fait,
J'ai eu un contact avec l'éditeur qui dirigeait cette collection à l'époque, qui s'appelait Rail Noir, et qui était donc une collection de thrillers, romans noirs ou polars, qui devait avoir un lien avec l'univers ferroviaire. Je lui avais envoyé un manuscrit, et il m'a dit, écoutez, j'aime beaucoup votre écriture, mais vraiment, je voudrais quelque chose qui rentre plus dans ma collection. Et donc, je me suis mise à réfléchir. J'ai eu envie de parler de cette ligne un peu particulière, la ligne de la Côte Bleue. Et puis, voilà, j'ai créé mon personnage et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait se passer dans un train? Et voilà, l'idée est venue comme ça. Je ne peux pas vous expliquer exactement comment, parce que les idées, elles viennent des fois, on ne sait pas vraiment comment. Et donc, je voulais une héroïne assez particulière. Et je crois que Jeanne, c'est vraiment une femme qui flirte tout le temps avec la folie. Elle marche sur un fil vraiment ténu, quoi. C'est une sorte d'équilibriste. Et le jour, en fait, cette première lettre va changer sa vie. Enfin, quelqu'un fait attention à elle, sauf que ce quelqu'un, c'est un meurtrier. Voilà ce qu'elle reçoit. Ma chère Jeanne, j'aimerais que vous m'aimiez comme je vous aime. Mais pour m'aimer, il faut me connaître, savoir ce que je suis. Certains diront un monstre. D'autres chercheront des explications lointaines, surgies de mon passé. Beaucoup jugeront, condamneront. Mais qui comprendra vraiment? Vous, je l'espère. Hier soir, j'étais avec une autre femme que vous, mais je ne suis pas resté longtemps avec elle, juste le temps de la tuer. Et oui, donc voilà. Et comment elle réagit quand elle reçoit ça? Ah ben, alors ça, c'est pas la première lettre. Hein. Non, voilà. Mais heureusement. donc, la première lettre, elle est plutôt dans le... Enfin, un homme fait attention à moi, un homme m'a remarqué, un homme est amoureux de moi. En plus, comme c'est signé Élicius, qui est le nom d'un dieu, elle se dit, moi, pauvre mortel, me voilà aimé d'un dieu. Et puis après, effectivement, dans les lettres qui vont suivre, elle va comprendre qui est derrière ça. Enfin, en tout cas, sans avoir son identité, mais que c'est un tueur qui sévit sur Marseille. Et là, elle se retrouve face finalement à un dilemme. C'est ça le cœur du livre. C'est qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie de comprendre cet homme parce que ses lettres sont magnifiques, parce que je crois qu'il comprend beaucoup de choses sur moi, qu'il a décelé beaucoup de choses en moi. Et en même temps, c'est un meurtrier. Et j'ai envie finalement de le pousser à arrêter ses crimes. Et donc, elle se retrouve comme ça face à un dilemme qui va grandir, qui va complètement bouleverser sa vie. Puisque en plus elle travaille dans un commissariat, elle n'est pas flic, hein, elle est administrative, quoi. Mais donc elle est entourée finalement des policiers qui font l'enquête pour retrouver ce meurtrier, et elle a toutes ses lettres et elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, si elle doit le trahir ou au contraire l'aimer. Voilà. Et donc c'est toute la... Est-ce que vous êtes inspiré d'un fait divers? Non, absolument pas. Parce que ça paraît crédible. En tout cas, non, je ne me suis pas inspirée d'un fait divers. Non. Ça paraît crédible, cette histoire. On imagine très bien que ce soit possible. Qu'un tueur choisisse une confidente, oui, je pense qu'il n'y a rien de... Vous savez, il y a un grand spécialiste des serial killers en France qui s'appelle Stéphane Bourgoin, ouais. Qui me raconte toujours que, je l'ai un peu connu parce que j'ai travaillé dans l'édition, que les serial killers reçoivent des lettres d'amour enflammées, incendiaires. Ouais. Donc ça paraît possible. Là, c'est l'inverse. Mais bon, oui, effectivement, c'est... Alors, la dernière, la nouvelle qui est à la fin. Oui. Écoutez, Benoît et Sonia, prenez 10 minutes cet après-midi pour la lire. C'est un modèle absolu de suspense. Ça démarre une histoire qui pourrait être mais complètement banale. C'est une jeune fille qui s'appelle Aurore. Son petit frère bègue. Il s'appelle, rappelez-moi, Alban. Il s'appelle Alban. L'histoire paraît mais vraiment banale au début. C'est une adolescente qui est prise aux émois d'un amour, amoureuse, d'un garçon qui va la séduire. Et puis on va arriver petit à petit, pas vers l'horreur, mais vers des scènes quotidiennes qu'on peut lire dans les journaux en permanence, qu'on peut vivre dans les cours d'école et qu'on peut vivre dans les familles. C'est un modèle pour moi, cette nouvelle, puisque on raconte tout, Karine, ou pas? Peut-être pas tout, non. On raconte pas tout. Quand même, pour ceux qui l'ont pas Mais lu. vous avez l'art du suspense en 25 pages pour créer une situation qui va nous éclairer et nous faire comprendre le drame de la société aujourd'hui sur le pouvoir des photos qui peuvent essaimer sur les réseaux sociaux, j'avais envie d'insister là-dessus. Sur les réseaux sociaux, vous entendez les garçons, méfiez-vous des réseaux sociaux.
avec les photos qui circulent, et puis aussi du racisme, de la violence qu'on ressent dans les cours d'école, notamment avec ce petit garçon qui est bègue. Oui, son problème à lui, c'est effectivement sa différence, toutes ces différences qu'il a tant de mal à porter et qui... Enfin, il souffre énormément, voilà, d'être... Enfin, c'est classique, hein, mais de harcèlement parce qu'il est différent, voilà. Et parce que les adultes, finalement, ne prennent pas le temps non plus de l'aider. Voilà, il appelle à l'aide constamment, mais personne n'a pris le temps de l'aider jusqu'à présent. Ouais. Voilà, donc c'est un bonus formidable. Ben, je l'ai écrit exprès pour cette réédition et je voulais qu'il y ait un lien finalement entre cette nouvelle et ce roman. Et le lien, c'est le train, effectivement. Benoît Sévrac, vous le lien, on a parlé de 115 au départ. Le lien au départ, c'est une histoire qu'on a beaucoup connue. Les bateaux, les passeurs, l'horrible des migrants. Là, c'est entre l'Albanie et l'Italie. 2 femmes qui arrivent, la prostitution, les dangers de l'accueil. Et on les retrouve avec une femme qui fait à la fois... qui est policière, qui appartient à la brigade, à Toulouse, dans des camps de gitans. Cette société-là, vous l'avez vécue, vous l'avez rencontrée, et j'aime beaucoup ce que vous dites à un moment dans vos interviews. Vous dites que vous avez beaucoup appris sur l'action sociale et sur la ville, mais vous n'avez pas aimé ce que vous avez retenu. Le cadre de... Oui, on est vraiment sur... alors c'est vrai que pour écrire ce roman, je voulais parler des sans-abri, des grands précaires d'un côté. Il y avait la prostitution albanaise de l'autre, qui est mafieuse, qui est organisée en réseau, qui touche aussi à la drogue, qui touche aussi au trafic d'armes, etc. Très présente en France. Qui est émergente là depuis 1 an ou 2 en France, dans les grandes villes, et qui est très violente, qui est en train de supplanter la prostitution bulgare et roumaine. Mais enfin bon, je ne vais pas... rentrer dans les détails des tarifs, etc. Mais il y a de la concurrence acharnée et très violente. J'avais envie de parler de ça. C'est compliqué de rentrer dans ces réseaux-là, mais grâce à mes contacts dans la police, j'ai des indices chez les flics, on va dire. Ouais. J'ai réussi à assister à certaines choses quand même dans ce domaine-là. Mais surtout, c'était tout le volet social, travailleurs sociaux sur Toulouse. J'ai suivi le 115, le Secours Populaire, le GPS, le C10, toutes ces associations qui s'investissent dans la lutte contre la précarité, dans leur travail pendant l'hiver 2015-2016, entre novembre et février. Et on ne peut pas aimer ça, ce qu'on découvre là, mais parce qu'on découvre une grande déficience de notre société, d'une part. Donc on est pétri de bonnes intentions qui ne sont pas forcément un bon moteur, et on est pétri de culpabilité aussi, ce qui n'est pas non plus un bon moteur. Et en même temps, on assiste à des choses formidables. C'est-à-dire qu'on voit des gens, les gens des travailleurs sociaux, sont des gens qui font des choses qui sont bénévoles. Il y a des travailleurs sociaux qui travaillent toute la journée, ils sont payés pour ça, et le soir, ils font bénévole, ils couchent leurs gamins et puis ils ressortent aider les autres. Ça, c'est formidable dans votre livre. Hein. Il y a un personnage, Benoît Sévrac, que moi je trouve très attachant. C'est cette femme vétérinaire qui, elle, sait pourquoi elle est là. Et d'ailleurs, c'est à la couverture du livre où on a un jeune punk SDF avec un Rottweiler. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est un personnage formidable dans votre livre. Oui, la vétérinaire, elle est un petit peu ce que moi je ne suis pas. C'est-à-dire, je ne suis pas très courageux. Je ne suis pas très engagé politiquement, je ne suis pas très engagé d'un point de vue associatif. Et cette vétérinaire, elle est un peu comme vous et moi, et sauf qu'à un moment donné, elle décide que non, elle ne peut pas supporter ça, et donc elle va y aller, quoi. Elle va aller au carton. Et elle va se mettre en danger physiquement pour aller aider les gens. Elle fait un peu ce qu'on devrait tous faire. Et en faisant ça, ce qui était important aussi, c'était de décrire ce monde-là sans manichéisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus d'angélisme. C'est pas les pauvres à la rue, ils sont gentils et ils sont victimes. C'est pas ça, parce qu'il y a aussi des salopards chez les SDF. Hein. Et parmi les bénévoles, il n'y a pas que des gens formidables. Il y a aussi des gens mus par des intentions qui sont malsaines, même parfois à leur insu. C'est-à-dire qu'ils n'en savent rien, mais ils ne sont pas vraiment motivés par des bonnes choses. Et puis, chez les flics, il n'y a pas que des alcoolos et
et des gens désespérés et divorcés. Il y a aussi des flics tout à fait normaux, sympas, etc. Et il y a des salopards aussi qui tapent sur les jeunes. Enfin voilà, et tout le temps, quand on écrit un roman comme ça, il faut faire très attention de tout le temps nuancer les portraits. Oui. Mais des gens. justement, vous êtes très nuancé parce que vous êtes même très critique et juste, je trouve, sur le monde des associations. Tout n'est pas bisounours, justement. Exactement. Ouais, Et ce qui est formidable dans votre livre, c'est que quand écrivain, gens de l'édition, on va à Toulouse, qu'est-ce qu'on fait? On va place du Capitole, on va voir les librairies du centre-ville et on va jamais plus loin. Et vous allez plus loin. Et le camp de gitans, il est à 2 kilomètres de la place du Capitole. Mais ça fait partie de notre société. Et je trouve que votre regard, qui ne prend jamais parti, mais met en situation le danger, les dangers de notre société à travers ce polar. Il y a beaucoup de choses dans votre livre. Hein. C'est un livre, c'est un livre, je trouve, très très riche, que j'ai pas lu comme un polar, excusez-moi, Sonia. Je l'ai pas lu comme un thriller. J'ai lu comme une immersion dans ce monde violent. Bah, merci, parce que Chapeau bas. le camp de gitans, par exemple, il est là aussi pour battre en brèche des idées reçues sur les gitans. Les gitans, sans révéler grand-chose, parce que c'est au tout départ du roman, on s'aperçoit que les gitans, chez qui on trouve des albanaises cachées dans des containers, ne sont pas des trafiquants humains, mais au contraire sont là en train d'aider ces prostituées à échapper à leur réseau. Donc on est tout le temps dans le « ah, je vous entraîne là », sur l'image et la représentation que vous en avez, qu'on en a tous collectivement. Et en fait, je vous prends un contre-pied, mais c'est le contre-pied que moi j'ai ressenti quand je suis parti dans la rue aussi travailler avec, observer le travail des travailleurs sociaux. C'est que je me suis aperçu que je suis parti avec toutes mes bonnes intentions, je suis d'humaniste, de gauchiste, etc. Alors, et j'arrive et en fait je m'aperçois que je suis pétri d'idées reçues qui sont fausses. Quoi. Voilà. Benoît Sévrac, dernière question, puisqu'on va parler du livre de Sonia Delzong. Comment vous en êtes sorti de cette histoire? Non, je vais bien. Mais ça se voit, mais vous avez failli arrêter d'écrire un moment ou Non, j'oublie jamais où je suis dans mon rôle. C'est-à-dire que mon rôle, c'est d'écrire des romans. C'est tout. Je ne fais pas d'enquête sociologique, je ne suis pas anthropologue et je ne vais pas non plus m'investir d'un point de vue émotionnel. J'observe, c'est tout. Et après, moi, je fais des histoires. L'idée, c'est de vous amener sur des choses qui vont vous faire vibrer, qui vont vous faire pleurer, vous toucher. C'est des beaux portraits de femmes aussi. Il y a beaucoup d'humanité dans ce roman. C'est-à-dire que je suis en train de parler de prostitution, de camp de gitans, etc. Ça fait un peu misérabiliste, mais non, c'est bourré d'humanité. Donc j'en ressors un peu plus humain, je pense, à chaque fois. Jusqu'au prochain. Merci. Merci. Jusqu'au prochain. Sonia Delzong. Alors vous, mesdames et messieurs, je vais vous donner un conseil. Évidemment, d'acheter ce livre, mais on n'est pas là que pour le chiffre d'affaires. Mais surtout, ne le commencez pas ce soir à 9h. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus jusqu'à minuit, si vous lisez vite, jusqu'à 2h matin, si vous prenez un peu de temps. Pourquoi vous serez foutus? Parce que c'est remarquable d'organisation, remarquable de tempo. En fait, c'est un récit. Mais après vous allez parler, Sonia. Hein, mais je tiens à dire ça. Parce que c'est un récit en alternance entre un père et son passé récent et le présent de sa fille, Anna. Sa fille a vécu l'horrible. Elle a vu sa mère tuée par son père. En gros. Oui, peut-être pas vue, mais c'est cette vengeance qu'elle va vouloir absolument vivre et régler toute sa vie. Le premier chapitre démarre, parce que tout est daté, avec des chapitres en plus de ça. Mourir, revivre, tuer, vivre, aimer, haïr, venger, vaincre, ferrer, un peu comme les poissons, traquer, et le dernier, trouver. Le premier chapitre, 18 novembre 1905, le dernier, 1914. Qu'est-ce qui s'est passé, brièvement, Sonia, entre ces deux dates? 2014, oui. 2014, qu'est-ce que j'ai dit? 1914. Ah bah non, bien évidemment. 1905, 2014. On a compris. Il s'est passé beaucoup de choses, évidemment, mais tout un cheminement aussi, à partir du moment où ça va être très difficile, sans dévoiler certaines choses. Donc il faut que je fasse vraiment très attention aussi pour ceux qui n'ont pas lu. Déjà en commençant par Dust, où on découvre Anna Baxter avec
ce passé qui a déterminé son choix professionnel aussi, puisqu'en fait, elle n'a pas vraiment profileuse. c'est une profileuse, mais elle n'a pas vraiment vu son père tuer sa mère. J'y tiens beaucoup. C'est surtout par le sens en fait de Louis que ça s'est passé, Oui. puisque les bruits qui se sont produits dans la cuisine, la dispute de ses parents, et puis ensuite le cadavre. choc du corps qui tombe, et puis surtout le silence après, ce silence qui en fait s'est prolongé des années et des années. En habitant Anna, ce silence, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi son père a tué sa mère? Simplement, était-ce une simple dispute Et donc, ça, c'est le dénouement, le face-à-face entre Anna et son père qui a mis 25 ans pour se poser une question, c'est-à-dire, est-ce que j'ai pris du plaisir à tuer? Est-ce que je recommencerai? Est-ce que c'était pas ce que j'ai fait? Est-ce que c'était une sorte de prélude à quelque chose de beaucoup plus noir et beaucoup plus profond que ça? Donc, vous disiez effectivement vengeance de la part d'Anna, mais en fait, la vengeance a deux sens, là, pas seulement deux visages, mais deux sens. C'est-à-dire que c'est son père qui lui a promis de lui faire payer un jour, puisque quand elle était petite, il s'est passé 3 ans entre le meurtre et puis le moment où elle a réagi à l'âge de 13 ans. Et elle a dénoncé son père. dénoncé. Donc, c'est aussi une sorte d'appel, peut-être dans mon livre, à ça, au fait de dire les choses, de bouger, de faire bouger les choses. Parce qu'en effet, son père... Oui, Sonia, de faire Voilà. bouger. Mais ce qui est formidable dans votre livre aussi, c'est les non-dits, Oui, les appréhensions, aussi. les non-dits qui étouffent. Qui sont plus nombreux, évidemment, que ce qui est dit. Oui. Moi, j'ai noté le pourrissement de la vie, les non-dits qui pourrissent la vie, les angoisses comme ça du présent qui finissent par tuer. C'est ce que je voulais dire justement par silence. Voilà, Oui. ce silence. Mais c'est beau Les la non-dits phrase font de partie. Chateaubriand que vous mettez Oui. au début. Il n'y a qu'une minute de la vie à la À la mort. mort. Une minute. Une minute. Oui. C'est important d'avoir mis ça Oui. au départ. Et Chateaubriand en plus, parce que Saint-Malo, Oui. bien sûr, ça se passe en partie entre New York et Saint-Malo. Et une œuvre de Chateaubriand qui m'a marqué, je pense comme pas mal de monde quand même, c'est les Mémoires d'outre-tombe. Mhm. Donc voilà, c'était aussi une période... Sonia, pourquoi vous avez voulu mettre des verbes aux têtes de chapitre? C'est percutant, je trouve, un verbe justement comme ça. Ce verbe contient, il n'est pas conjugué, c'est l'infinitif. C'est le verbe. C'est le verbe. Mourir, pur. revivre, Voilà, tuer. c'est le verbe pur, parce qu'il contient tellement de choses, justement, dans cet infinitif. Mourir, voilà. On ne dit pas je meurs, tu meurs, mais c'est mourir. Ça peut impliquer effectivement toutes ces actions à la fois. Donc c'est pour ça que j'ai... Mais c'est une très bonne idée voulu, parce qu'à la fois ça donne un... fragmenté Oui. et rythmé aussi, puisque l'écriture, c'est un peu bateau de le dire, mais c'est aussi comme une portée, des pages musicales. Oui. Malgré Alors moi, tout, je me suis une demandé symphonie en fait. Sonia, dites-moi, vous n'auriez pas envie d'en faire une adaptation théâtrale? Je ne maîtrise pas assez justement le domaine du théâtre. Je pourrais laisser ça peut-être à quelqu'un qui saurait, oui, en effet. Théâtre, c'est la première fois qu'on me parle théâtre. Écoutez, On m'a moi... parlé cinéma, Oui. on m'a parlé, mais c'est la Non première mais fois là, qu'on me parle théâtre, théâtre. parce que les deux personnages sont là, Sont là tout le temps, sur un temps court, Oui. court, passé, présent, bien entendu. Et il y a une tension dramatique. Il y a des actes. Et ce que vous dites, c'est important parce que en pensant justement, en anticipant un petit peu sur les questions, je pensais notamment dans le domaine du noir, de ce qu'on affectionne, nous trois par exemple ici, c'est la tragédie. Justement, la tragédie humaine, la tragédie qui est là finalement du début à la fin. Et dont on a du mal à se passer. Mais même si on réfléchit, quand la tragédie fait partie de notre vie, le drame humain, ce qui s'est passé à Calais, par exemple, avec la jungle, et tous ces migrants, ça fait partie. Et en même temps, il y a une espèce de...
ce qu'on appelle le voyeurisme aussi, malgré tout, malgré notre empathie, il ne faut pas nier ça. On est tous, d'une certaine façon, des voyeurs. On est tous, dans ce film de Pasolini, Les 120 jours de Sodome, on regarde par une espèce de lucarne, comme ça, de fenêtre, ce qui se passe de l'autre côté, et ce qui est absolument immonde. Et plus la lucarne est petite, plus ce qui se passe de l'autre côté, c'est horrible. En fait, l'image que ça nous renvoie, ce qui est suggéré, ce qui est... donc, effectivement, cette histoire aussi, dans les non-dits, il y a une façon de suggérer le mal et de suggérer l'acte... Karine Gibel, Benoît Sévrac, vous aimeriez pas écrire une pièce de théâtre adaptée d'un de vos polars? Quelque chose de court comme ça, comme un court-métrage? J'avoue que je me suis jamais posé la question pour le théâtre et je pense qu'il faut effectivement peut-être avoir une certaine expérience. Enfin, je pense que c'est une écriture que oui, mais il faut se lancer, Karine Gibel, à un moment. Alors après, je sais pas trop. Moi, j'ai déjà écrit des scénarios pour le cinéma. Donc je me dis finalement que peut-être qu'il y a un lien entre les deux, mais je pense que c'est pas tout à fait la même chose quand même. Donc voilà, je n'ai jamais essayé le théâtre et peut-être un jour. Oui, allez-y, à mon avis, Terminus pourrait être adapté. Benoît Sévrac. Je suis pas sûre. Moi, j'ai un roman qui a été adapté au théâtre, mais pas par moi. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment un dramaturge s'emparait de... C'était quoi ce roman? Silence, aux éditions Syros, qui est sorti en 2011 et qui est très introspectif. Je ne voyais pas du tout, quand on m'a proposé la chose, je ne voyais pas du tout comment on pouvait adapter ça au théâtre. Et ils en ont fait un polar, pour le coup, très roman policier, très actif. Et qui s'éloignait en cela vraiment de la forme de mon roman, qui était plutôt introspectif et roman noir, et un roman... pas éducatif, comme on appelle, un roman initiatique, et je voyais pas du tout, mais ça a été génial. Par contre, il faut prendre toute cette liberté, c'est-à-dire que ça vous a intéressé? Oui, parce que c'est une autre œuvre, et moi j'admire le travail des créateurs. À partir du moment où un créateur s'empare de mon truc et en fait quelque chose d'autre, c'est parfait, quoi. Bon, Sonia, vous réfléchissez à faire une adaptation théâtrale? Je cite les 3 auteurs formidables qui ont permis d'organiser cette rencontre. Un lien formidable entre vous 3, avec 3 livres différents. Récidive, Sonia Delzong, chez De Noël, collection Sœurs froides, à ne pas démarrer après 9h. Karine Gibel, Terminus Elysius, avec une nouvelle inédite, Aurore, aux éditions Pelfond. Et Benoît Sévrac, 115, le numéro que tout le monde connaît, à la Manufacture des livres. Merci à vous 3. Merci. Merci. Merci.